La saison internationale de triathlon a officiellement débuté. C'est parti donc pour la version 2014. Mais justement, avant de nous attarder et vivre ensemble le premier résultat de cette nouvelle année, nous allons commencer par, Laurent Chopin, revivre les moments forts, et je dirais presque très forts, de l'année écoulée. Et oui, une année 2013 qui a été très riche en rebondissements, incertitude totale jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière course, jusqu'à Londres, à la grande finale, et qui nous a réservé bien des surprises, et avec la confirmation dans la foulée des JO de Londres des grands noms et des stars de ce sport. Vous faites bien de parler des JO de Londres pour deux raisons. La première, c'était qu'effectivement cette saison passée après les performances de Londres et que certains avaient décidé de marquer ou certaines avaient décidé de marquer une pause ou de commencer la saison 2013 de manière un peu plus tardive. Et l'autre, c'est aussi cette saison 2013 allait se conclure sur le site même des Jeux Olympiques. Et oui, il y a une certaine logique en fait là-dedans. Effectivement, à chaque fois qu'il y a une saison post-olympique, eh bien la gestion des courses, la gestion de sa récupération après les Jeux, de la reprise de l'entraînement et effectivement de la façon de gérer la saison va dépendre un petit peu des résultats de l'Olympiade des 4 ans qui ont précédé et surtout des résultats de cette course au JO. Et on a vu notamment certains athlètes qui n'ont pas énormément couru, dont notre Français David Haus. Et ça avait commencé en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète, à Auckland en l'occurrence, là où s'était tenue la dernière étape de ces séries mondiales en 2012. Après Auckland, direction la côte ouest des États-Unis, la Californie et San Diego. Je dirais presque un site historique pour qui concerne le triathlon bien sûr. Derrière, direction Yokohama, quelques heures d'avion dans l'autre sens pour la caravane de ces séries mondiales. Toujours le même soutien populaire et la ferveur des Japonais. Direction la vieille Europe après pour la première étape. Et oh, quelle difficile première étape connue comme telle. Madrid, sa chaleur, son parcours cycliste à bosse, son incertitude pour ce qui concerne les résultats, même si depuis quelques années, les frères Manly ont pris, je dirais, leurs aises dans ce périmètre. Que dire de Kitzbühel? C'est un format très très particulier, oui. Pour ce qui concerne le dénivelé, il n'a pas changé. Ensuite, direction l'Allemagne, avec là aussi beaucoup de monde, un soutien, des championnats du monde version par équipe. Stockholm, qui nous avait largement emballé, et je pense que vous avez également partagé cet avis lors de la première incursion, c'était en 2012. Stockholm, dans des conditions de course, je dirais presque idéales. Et enfin, direction la Grande Île et Londres pour conclure cette année riche, dense et je dirais presque incertaine. Oui, la météo était plus qu'incertaine aussi. La météo n'était pas très favorable contrairement à la plupart des autres étapes. Alors, on commence par Auckland, tout simplement, avec un Javier Gomez qui s'était imposé ici même en 2012. Donc Javier Gomez commence la saison dès la première étape. Il va essayer de réaliser la passe de 2. Il va surtout essayer, à l'issue de cette année olympique, de franchir un nouveau stade et de tenter la passe de 3 pour ce qui concerne ses titres mondiaux. Ouais, complètement. Javier Gomez très motivé. On l'a vu sur la saison 2012, progresser au fil de la saison et progresser en course à pied, car il savait que c'était le gros travail qu'il avait à faire pour pouvoir espérer aller titiller les Brownies. Et donc là, il est arrivé avec les dents qui traînaient par terre. On a vu Joao Silva, on a aperçu Laurent Vidal, Mario Mola. Ce seront les principaux rivaux de Javier Gomez, car vous l'aurez noté, les Brownies sont absentes. Oui, ils courent toujours en sélectionnant très bien leurs courses et leur méthode d'entraînement, bien sûr, et en courant moins que les autres. La course d'Auckland se résume à un terrible mano à mano. Quand je dis terrible, parce qu'ils sont amis, ils sont compatriotes. Et mano à mano, c'est presque effectivement la traduction de ce moment phare de cette première étape. Mario Mola, Javier Gomez, côte à côte, jusqu'à ce que, je dirais, l'aîné des coureurs espagnols décide d'accélérer, de prendre le meilleur.
et s'impose ici à Auckland à nouveau. Et Mario Mola qui vient faire voir le bout de son nez. On l'a déjà vu de nombreuses fois sur le Grand Prix français, puisqu'il court en France à Sartrouville, et on connaît sa valeur à pied. Et donc Javier Gomez insiste sur l'affection qu'il porte à cette ville, et pour cause, il l'a inscrite dans son calendrier depuis pas mal de saisons, et vraiment il se sent à l'aise. La preuve. Alors il l'a inscrite dans son calendrier de course, mais il a aussi inscrit la Nouvelle-Zélande dans son calendrier d'entraînement. C'est juste. Et si vous allez voir le site de Laurent Vidal, il y a de très très belles photos des sites d'entraînement en Nouvelle-Zélande, et notamment une séance à pied qui avait l'air assez dantesque, où justement Laurent est en photo avec Javier Gomez. He's back. Non pas Javier Gomez, même s'il est à nouveau ici à San Diego, mais c'est le retour officiel d'Alistair Brownlee et du Chuton, champion olympique. San Diego, côte ouest des États-Unis. Vous l'avez dit, l'histoire du triathlon, c'était le site d'entraînement des Américains de l'époque. Dave Scott, Mark Allen, Scott Molina, Scott Tinley. Des séances épiques de course à pied le mardi, la Tuesday Run. Ça, c'est pour l'histoire du triathlon, pour les anciens d'entre nous qui se souviennent de cette période. Et pour les petits jeunes du triathlon, là, qu'ils aillent voir un petit peu sur Internet comment ça se passait à l'époque. Et le retour d'Alistair Brownlee est probant, il n'y a pas de doute à ce sujet. Le champion olympique prend la mesure de ses principaux rivaux et s'impose à l'occasion de son retour ici aux États-Unis. Et un champion olympique, je dirais presque, qui dit de manière classique qu'il était blessé cet hiver, qu'il n'a pas eu le temps de s'entraîner. Un peu comme d'hab, quoi. Cette victoire le surprend tant soit peu. Oui, mais on a vu, il a fini la dernière ligne droite en marchant, en se retournant, tapant dans les mains, en profitant de cette ligne droite. Et à chaque fois qu'il revient, quand il est soi-disant blessé quelques semaines avant, mais il est encore plus fort. Ce garçon se construira-t-il dans la difficulté, ce qui est une possibilité? Troisième manche de ces séries mondiales, Yokohama, le Japon. Cette fois-ci, c'est le cadet qui fait son retour, Jonathan Brownlee. Et qui, la même distance, la même sanction. La même marge vis-à-vis des adversaires. Et pareil, les mêmes mots presque. J'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner, je sors de blessure et je m'impose effectivement de manière presque surprenante. Et assez facile. Et par contre, le changement de cette saison, c'est les deux frérots qui ne s'entraînent plus ensemble. Il y a eu effectivement, non pas fâcherie, mais ils se sont aperçus, et surtout, je crois, Jonathan, qu'ils pouvait progresser davantage, mais dès lors qu'il rompait ce lien qui l'unissait à son frère. Souvent, c'est difficile de grandir à l'ombre d'un grand chêne. Madrid, la lumière, le soleil, il est à domicile, Javier Gomez. Énorme pression sur ses épaules. Énorme, et Madrid d'autant plus que depuis maintenant pas mal de saisons, cette étape sourit aux Britanniques, aux Anglais en l'occurrence, Alistair ou Jonathan Brownlee. Et là, c'est Jonathan Brownlee qui cette fois-ci s'impose sur l'étape espagnole. Et Javier Gomez juste derrière, mais qui est très très déçu car il attend toujours beaucoup de cette course. Et on attend beaucoup de lui aussi, bien sûr. On change de direction, cette fois-ci les Alpes. Quelques stigmates on a vu sur l'épaule de Javier Gomez. Ouais, tout à fait. Kitzbühel et ce profil de course totalement nouveau, je dirais presque provocateur. C'est une course de côte, tout bêtement. 11 km en vélo, mais avec dénivelé de folie. Et à pied, regardez, on n'a pas l'habitude de le voir courir aussi peu vite. Ceci dit, ça monte un tout petit peu aussi. Alors 867 mètres de dénivelé à vélo, 136 mètres de dénivelé à pied pour un parcours de 2,5 km. Mais regardez, l'arrivée se fait avec une certaine difficulté. Regardez le temps, 55 minutes, on est sur 750, 11 et 2,5. C'est-à-dire c'est le temps habituel sur un 750, 20 et 5. Pour vous dire la difficulté de cette course. Une nouvelle victoire pour Alistair Brownlee. Et certains athlètes l'ont apprécié ce nouveau format, mais pas tous. Direction après Kitzbühel, l'Allemagne. Hambourg donc. Un trio qui nous rappelle des choses. Ouh, est-ce que ce serait la revanche des Jeux Olympiques? En l'occurrence, les deux Brownlee et Gomez en sandwich. Et vous vous souvenez, sur Kitzbühel, Jonathan n'avait pas pu courir parce qu'il s'était blessé sur la séance de tir au but qu'ils avaient fait. Forfait la veille de l'épreuve. Il nous a tiré quelques pénaltys, ça lui avait coûté une petite cuisse. Et là, Alistair nous raconte qu'il ne se sentait pas au mieux de sa forme, mais après avoir dépassé Gomez, il s'est positionné à hauteur de son frère. Il a vu que son frérot n'accélérait pas plus que ça, donc il a pris sa chance. Et Jonathan Brownlee, lui, n'a rien pu faire. Il a vu son frère arriver à son niveau, il a décidé
d'accélérer. Et puis malgré tout, il a trouvé les ressources incroyables, insoupçonnées, pour venir franchir la ligne d'arrivée en tête. Un sprint, c'est toujours particulier. Par contre, il savait qu'il ne fallait pas emmener Gomez dans cette dernière ligne droite moquettée, puisque... Moquettée. Oui, moquettée, ce qui, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, je pense que l'image est assez parlante. Car Jonathan Gomez, alors ça y est, je commence à mélanger les noms. Javier Gomez avait déjà battu Brownlee Jonathan, en l'occurrence au sprint. Stockholm. Encore un Brownlee depuis le début de la saison, que ce soit à San Diego, Yokohama, Madrid, Kitzbühel ou Hambourg, c'est toujours un des deux frères qui s'est imposé. Ça ne change pas pour ce qui concerne cette étape de Stockholm, l'avant-dernière de la saison. Victoire d'Alistair Brownlee. Javier Gomez qui arrive deuxième, encore une fois, à Auckland. Il n'était pas là, les deux Brownlee, il gagne. Exactement. Et à chaque fois qu'il y en a eu un des deux ou les deux, il a terminé deuxième ou troisième, souvent deuxième. Et donc Javier revit, entre guillemets, l'enfer de la saison 2012. Et sur cette finale, évidemment, il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir enfin vaincre ce signe indien. Les deux sont là, et c'est peut-être bien le moment sur cette finale de pouvoir faire quelque chose. Celui qui gagne est champion du monde. C'est pas compliqué. Oui, parce que les courses ont été plutôt pas mal réparties en termes de victoires. Les Brownlee n'ont pas énormément couru. Jonathan, c'est que sa 5e course pour marquer des points. Alistair, ce n'est que sa 4e course là sur cette finale pour marquer des points. Alors que Javier en aura totalisé 9 à la fin de la saison. Alors, c'était parti effectivement pour être très incertain et puis subitement, dès le début de la course à pied, Alistair Brownlee craque, douleur à un tendon d'Achille, il ne peut pas forcer, c'est d'ailleurs sage. Ça va se jouer entre Jonathan Brownlee et Javier Gomez, l'intox, le suspense, la rivalité, encore une fois. Regardez, celui qui franchit la ligne en tête est champion du monde. Et on a vu Alistair qui encourageait son frère, et après avoir fait le ménage dans son peloton, ils se retrouvent tous les deux, et là c'est dans le dernier kilomètre, dans les derniers 1500 mètres, on va dire le dernier mile, depuis qu'on est à Londres, l'intox, on accélère, on ralentit, on prend la corde, on prend la trajectoire. Regardez l'attitude de Javier Gomez, calé dans la foulée de Jonathan Brownlee. Il sait que l'Anglais va accélérer progressivement, qu'il va sprinter dans le dernier kilomètre. Mais il l'a déjà battu, exactement. Il est fort, Javier Gomez, dans sa tête, mais aussi physiquement. Regardez comment l'Espagnol s'accroche, poursuit son effort pour finalement dépasser Jonathan Brownlee, remporter la victoire ici à Londres et du coup le titre mondial. Sur la moquette. Il l'a attaqué dans la ligne droite moquettée. Le 3e titre de la carrière, 3e titre mondial de la carrière de Javier Gomez, qui est vraiment présenté comme un athlète qui marquera son époque. Et celui-là de titre à la force du jarret. Parce que mentalement, comme vous l'avez dit Vincent, il fallait être très très costaud pour avoir subi l'ensemble de cette saison et d'être capable d'aller gagner, d'aller chercher cette victoire. Il s'était débarrassé un petit peu sur un coup du sort pour Alistair Brownlee, cette douleur au tendon d'Achille, mais il a été capable d'aller chercher ses ressources au plus profond de soi pour gagner ce titre. Et Alistair d'ailleurs qui sort du c'est troublant, qui sort du podium d'ailleurs, puisqu'il finit que 4e. C'est Mario Mola, on l'a vu sur le classement, qui prend la 3e place de ce podium. Mario Mola qui a été très régulier. Bilan complet en l'occurrence de la saison 2013. L'Australie c'est sympa, la température, le climat, la lumière et d'autres détails ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux croisés un peu plus tôt dans la saison, c'est-à-dire à Londres. Ça y est, c'est parti officiellement pour cette saison internationale. Première étape de la Coupe du Monde cette fois-ci, ici à Mooloolaba, qui accueille depuis, je crois, 2005 ce rendez-vous. C'est une course historique et qui débute très bien la saison. Évidemment, on profite du fait de passer l'hémisphère pour retomber sur des températures clémentes, et nombre de ces athlètes s'entraînent soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, la période hivernale pour nous. Et donc cette course marque toujours l'entrée de la plupart des grands noms, la plupart seulement, et notamment quelques Français. Mario Mola, numéro 3 mondial, vous le disiez tout à l'heure à l'issue de la saison passée, est ici, il est présenté comme un des favoris, il est visiblement prêt à attaquer cette saison sur des bases solides. Lui qui a été champion du monde junior en 2009, il se sent en bonne forme, il n'a pas eu à souffrir de blessures pendant l'hiver, c'est important, donc il ne pourra pas nous raconter qu'il a été blessé, qu'il s'est pas entraîné comme certains. Non mais c'est pas le genre. Tous les clignotants sautent au vert, et Mario Mola qui a l'habitude de sourire effectivement, et là
pour être fidèle à ses habitudes. Alors lui, composante importante, c'est est-ce que ce petit déficit en natation, et c'est le cas aussi pour Richard Murray, qui les pénalise car on sait que ce sont d'excellents coureurs à pied, est-ce qu'ils ont travaillé suffisamment cet hiver pour pouvoir combler ce petit gap? Richard Murray qui connaît bien Mario Mola et pour cause, ils s'entraînent ensemble au sein du même groupe, donc ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Ils s'imagine avoir fort à faire sur ce parcours. Attention à lui, c'est un nouveau. Aaron Royle, champion du monde des moins de 23 ans en 2012. C'est en l'occurrence là ses vrais débuts dans la catégorie élite. Il a pris une 11e place au classement général de la saison écoulée. Et Aaron Royle, il a effectivement beaucoup à gagner ici et à prouver. Donc il s'attend à être un tout petit peu bousculé. Il sait que sur ce style de format, parce que nous l'avons peut-être pas précisé, mais il s'agit d'un format sprint. Il s'attend à être un tout petit peu bousculé par ses adversaires. La natation ira très vite. Le vélo est un vélo difficile avec pas mal de bosses successivement. Et puis une course à pied, où il faudra, d'après ce qu'il nous dit, aller vite. Non pas aller vite, mais respirer avant. Et il a caché pour se faire ses oreilles dans la casquette. Parce que vous pensez que ça peut jouer. Ah bah oui, on rentre le maximum de choses. Donc la traînée, ah oui, la traînée aérodynamique est beaucoup moins importante, bien sûr. Donc Aaron Royle à suivre. Les Français pour ce qui concerne, allons-y. Thomas André. Il y a aussi Simon Vien, c'est les jeunes de l'équipe de France. Il y a Laurent Vidal, bien sûr, qui s'entraîne là-bas. Davidos qui fait sa rentrée tôt dans la saison. Et Étienne Diemunch. Alors, c'est parti pour ce format sprint, donc 750 mètres de natation. Pas de difficulté majeure. La température extérieure est agréable. Pas de combinaison, vous l'aurez remarqué. On l'a vu tout à l'heure sur la taille du maillot de bain de Mademoiselle, la température est effectivement agréable. 68 il y a du monde. Messieurs, 68 athlètes à l'occasion de ce premier rendez-vous de la saison. Je dirais pas que c'est rare, mais enfin c'est tellement peu fréquent que c'est bien de le souligner. Eh bien une grosse densité et vous l'avez noté notamment avec Royle. Et des Français, beaucoup de jeunes qui sont lancés dans le grand bain et nous commençons, même s'il y a eu cette saison 2013, mais qui est toujours, après les Jeux, une saison de transition. Nous commençons, même si les points pour l'instant sont encore mis de côté par rapport à la période des Jeux de Rio, ça va bientôt, ça ne va pas tarder à compter. Eh bien, c'est le bon moment pour prendre ses repères par rapport à l'élite. Les jeunes qui ont eu des titres en junior, en U23, vont pouvoir commencer à pointer le bout de leur nez. Et puis de prendre de l'expérience. Et là, les Français, ils sont pas mal non plus. Davidos, Laurent Vidal qui sont là. 4e position, 5e position pour Laurent Vidal. Donc 4e Davidos, 5e position et pour Mario Mola. Donc on a eu un début de réponse. Natation sans combi. Il est devant, même si il faut peut-être un tout petit peu modérer les choses. Dans le sens où les gros nageurs du circuit ne sont pas là. C'est-à-dire les Russes ne sont pas là. Les Brownlee ne sont pas là, il en manque probablement quelques-uns effectivement, voilà, mais Vanek n'est pas là. Zaferes était là quand même, l'américain, donc c'est celui qui a l'habitude de se trouver devant, mais il avait un petit peu moins de monde. Et c'est un sprint. C'est vrai. Et c'est un sprint. Alors, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est parti pour le parcours vélo, on va suivre nos Français de très très près. 20 km donc à réaliser. Alors Moulou là-bas, toujours énormément de relance, c'est rond-point. On tourne évidemment à l'anglaise, bien sûr, puisque on roule sur le côté gauche de la chaussée. Ben Canouté est là. Canouté qu'on avait vu dans l'équipe américaine en relais. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Aaron Royle, Dossard, numéro 6. C'est les petits nouveaux qui sont ici. Laurent Vidal n'est pas très loin. Il n'est pas très loin ni dans le peloton, ni parce que effectivement il s'est préparé en Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des athlètes qui sont en l'occurrence réglés sur le fuseau horaire. Davidos est là. Une petite cassure. Richard Murray qui apparaît aussi. Il y avait une petite cassure, mais ça va être compliqué. Alors, tout le monde s'est un petit peu regroupé. Une relance, la première, opérée par Mario Mola, qui est là un petit peu pour solliciter les adversaires, voir un petit peu comment les uns et les autres se comportent. Il va falloir s'habituer à la combinaison de Mola aussi. Il est en blanc, il n'est pas en rouge et jaune. Ça relance derrière, petit souci pour ce qui concerne Monsieur Cronis. C'est Atlis. Cronis qui ne pourra pas défendre ses chansons chrono, évidemment. Beaucoup de relance, on vous l'a dit. C'est le premier à contrer, Mario Mola, toujours attentif.
pas se laisser dépasser. Il a l'intention de marquer ce début de saison. Il va profiter aussi de l'absence, parce qu'elle est à signaler, l'absence de Jonathan et Alistair, mais de Javier Gomez qui s'était imposé ici même l'an passé. Complètement, et il est fort quand même de cette 3e place au classement général de la WTS 2013. Donc c'est lui qui doit être le leader et le patron de ce groupe, avec un méga regroupement général. Alors là, il y a du beau monde. Ça va se jouer sur le parcours pédestre a priori. Et là, le problème avec toutes ces relances, voilà, ça c'en est un des problèmes évidemment. Ça frotte un petit peu, donc forcément roue arrière, roue avant. Et puis en fonction de sa position dans le groupe, eh bien on peut être même pas à l'entrée du virage quand la tête du groupe a déjà relancé, et donc subir énormément de relances, perdre un petit peu en lucidité. Les triathlètes n'ont pas forcément tous l'habitude de frotter dans les virages, et c'est vrai que ça peut être un tout petit peu compliqué. Regardez, là ça ne roule absolument pas, et ils prennent l'ensemble, toute la largeur de la chaussée, donc il faut rester super vigilant, et notamment à l'abord de la transition où ça va forcément il va forcément y en avoir 2 ou 3 qui vont secouer le cocotier. Voilà, Laurent Vidal en 6-7e position. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Regardez le virage qui est presque réalisé et passé à l'arrêt. Voilà, bien qu'il relance. Simon est là aussi. Étienne Diemunch, les Français sont dans ce groupe, bien sûr. Le paquet est vraiment et puis au ralenti. Parfaitement réuni et au ralenti. Ce qui est un petit peu logique, puisque tous les favoris sont là. Donc à part une tentative un petit peu suicidaire et solitaire, ou solitaire et suicidaire. Attention, il y a des panneaux quand même, les gars. Voilà, on va peut-être oublier effectivement de regarder. Donc il y en a un qui est parti, qui a été serré sur le côté gauche, en l'occurrence Tomisa Ferres, l'américain, qui du coup n'a pas eu l'occasion de monter sur le trottoir. Saut de chaîne en plus. Ça sent la fin de course pour Tomisa Ferres. Le problème, c'est que cette chaussée est coupée en 2, donc ils ne peuvent pas l'utiliser complètement. 68, donc vous l'avez dit, ça fait énormément de monde. Et il était placé à l'arrière du peloton. Regardez les anciens. Riderer tout à l'heure. Regardez Justus et Riderer, je vous l'avais dit, la transition essentielle. Certains ne sont même pas encore rentrés dans l'aire de transition, et eux ils sont déjà là. Laurent Vidal bien placé, gauche, Mario Mola un petit peu plus loin. Et voilà, parti. Et on a vu l'expérience des anciens, on ne les a pas du tout vus pendant la course vélo. Ils se sont positionnés comme il faut pour la transition. Les Australiens devant, Sexton. Ça part très très vite. En même temps, sur 5 km, forcément ça va partir très vite. Davidos est là. Richard Murray tout de suite a pris le meilleur sur la tête de course, en l'occurrence sur Sexton. Mario Mola surveille de très près son rival et néanmoins pote Richard Murray. Regardez l'aisance avec laquelle le Sud-Africain a décidé d'accélérer. Pas tout à fait la même foulée pour ce qui concerne Mario Mola. Et le petit jeune britannique, ça y est, il nous en ressort un. C'est le petit Bishop. Thomas Bishop. Oui, la formation outre Channel est très très bien faite, forcément. 31e à Londres, le petit Bishop, mais 3e en U23 en 2012. Regardez la différence, regardez l'écart creusé par le Sud-Africain et l'Espagnol à la faveur de cette première accélération au sortir de l'aire de transition. Richard Murray, Mario Mola ne font plus qu'un ou presque. Ils vont bien. Et derrière, Bishop, Riderer et Davidos. Habitué de cette course de Moulou là-bas, il a déjà fait podium ici. Il a marqué une petite pause, David. La saison dernière, il n'a que peu participé aux épreuves de triathlon. Il s'est dédié au trail. Il a réalisé d'ailleurs une belle perf. Il gagne. Il gagne effectivement le trail des Mascarennes, il me semble. Absolument, oui. C'est quoi, c'est une petite promène de 70-75 km. C'est 60, un peu plus de 60, ouais, tout à fait, avec un dénivelé de fou. C'est pendant la course, pendant la diagonale des fous et le grand raid de la Réunion. Et donc il y a cette course, les courses intermédiaires qui sont proposées. Et lui, effectivement, il a été là gagné. Il n'y a plus personne. Désormais, Richard Murray et Mario Mola animent la tête de course. Derrière, on va jouer la dernière place vacante sur le podium. Bishop, Haus, Riderer. Un mix entre des jeunes et des anciens. Sven Riderer, il est quand même assez surprenant lui, parce qu'il est d'une constance au plus haut niveau. Complètement. Il est né en 81. Et il s'est même imposé l'année dernière. Sven Riderer, c'était sur l'étape de Coupe du Monde d'Alicante. Il a déjà fait 3 Jeux Olympiques. Une petite médaille à Athènes. Tandis que certains ont quitté le format olympique pour se consacrer. Comme Frodeno par exemple. Par exemple, qui a bien fait de le quitter parce qu'il s'est imposé récemment sur un format longue distance. À Oceanside, en battant le record de l'épreuve. Belle perf. Et là pour l'instant, Mola, lui, c'est pas son sujet, la longue distance. On reste sur le format
dit olympique, bien que ce soit un format sprint à cette occasion ici à Moulaba. Et il a dépassé Richard Murray. Il continue son effort, il poursuit. Richard Murray a l'air de coincer un tout petit peu. Alors est-ce que c'est un problème de vitesse seul ou est-ce que c'est sa capacité à rester à cette allure-là sur une longue période? On verra ça un tout petit peu plus tard. En tout cas là, il n'a pas été surpris par l'accélération de Mario Mola parce qu'il était en sa compagnie, mais il ne semble pas pouvoir maintenir cette allure. En tout cas, visiblement, les deux se retrouvent devant sur un format sprint, certes, sans combinaison, donc en faisant des natations tout à fait convaincantes aussi. Donc il va falloir les surveiller de très très près. Première victoire de Richard Murray, c'était sur un format sprint, c'était à Hambourg, il y a 2 saisons il me semble. Oui, complètement. C'était un mano à mano là aussi avec Javier Gomez. Ça coince du côté du Sud-Africain. Ah, ça va trop vite pour lui, c'est sûr. La foulée n'est pas tout à fait la même. Mario Mola, on a l'habitude, c'est une foulée assez très en fréquence, assez étriquée, avec un retour postérieur qui n'est pas super marqué, mais combien efficace. Et Richard Murray, oui, là qu'il a abdiqué, il joue la 2e place. Il va essayer de conserver cette position. Ceci dit, il y a de la place. Il y a quand même beaucoup de marge. Et ça va très très vite. Il va falloir regarder le temps réalisé par Mola. Il va être assez exceptionnel sur ce 5 km. Avec des relances, avec beaucoup de relances, quelques petits faux plats. Et on est sur 54, 76, 77. Ça c'est assez étonnant. Je ne connaissais pas les 54, 77 secondes. C'est étonnant. 54 minutes 77 secondes, c'est bien. 54 minutes 18 secondes pour Mario Mola. Et puis 13,55 au 5000. 13,55 au 5000. Ouf. Hein, oui. Aïe. 14-14 pour Murray sur ce 5000. Et quand on voit les temps, les écarts, et quand on connaît le niveau de Rederer, on le connaît depuis très longtemps, on sait à quelle vitesse il court. Et Davidos qui va faire 4e. Qui s'accroche, il serre les dents, David. On les connaît bien. Il court là 14,45, 14,47 pour Davidos. Donc aux abords des 15 minutes, c'est des temps tout à fait cohérents. Ça veut dire que le 5 bornes, a priori, était là. Parce qu'en triathlon, on a toujours l'incertitude à quelques dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Si la distance exacte est là, il a quand même mis 50 secondes à David à pied. C'est beaucoup. C'est colossal. C'est pas mal. Les écarts. Van Aert, le classement. Fischer. Alarza, on le connaît bien puisqu'il est sur le Grand Prix. Mais voilà, des jeunes qui pointent. Premier podium de la saison. 3e place pour Sven Rederer. 2e place pour Richard Murray. Et la victoire donc pour Mario Mola. Les femmes, c'est dans une poignée de secondes. Après ces messieurs, c'est au tour donc de ces dames. Anne Haug, elle avait retenu toute notre attention. Souvenez-vous, elle s'était imposée à Auckland. Dernière étape, grande finale de la saison 2012. Elle avait donc déjà affiché ses ambitions. Cette nouvelle saison, en l'occurrence, la saison 2013, que nous allons revivre pour ces dames comme nous l'avons fait un peu plus tôt pour ces messieurs, débute au même endroit. Là où vraiment Anne Haug, l'athlète allemande, a, je dirais, explosé sur le plan international. À voir donc si, à la faveur de cette performance, l'Allemande va récidiver. Et elle se souvient effectivement très bien de cette première étape, puisqu'elle avait poursuivi sa performance, réédité sa performance en ouverture de saison. Elle se sentait bien ici, sa famille était présente, et c'était pour elle une belle façon de lancer l'année. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que on sentait ses progrès sur les années précédentes et là elle confirme d'entrée de jeu et elle marque son territoire. 2e étape, direction les États-Unis, San Diego, la présence de Felicity Abraham, celle d'Emma Moffat, la présence des Américaines, Sarah Groff et Gwen Jorgensen. Pour l'instant, les Américaines ne sont jamais parvenues à monter sur la plus haute marche d'une étape des séries mondiales. Et oui, mais là, il y a du beau monde et il y a cette grande américaine venue de la piste, du 3000 steep, du 5000 et qui à domicile va faire une énorme démonstration à pied. Effectivement, Gwen Jorgensen va tout simplement s'imposer ici devant Non Stanford et Emma Moffat. Gwen Jorgensen sera donc la première américaine
à s'imposer sur une de ces étapes, comptant pour les fameuses et spectaculaires séries mondiales. Dis-moi qui tu as battu, je te dirai de quel niveau tu es en l'occurrence. C'est vrai que derrière il y avait quand même la championne du monde des moins de 23 et une double championne du monde, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Fabuleux. En résumé, s'imposer ici à domicile, génial, en substance. Globalement. Yokohama, direction donc le Japon pour ce nouveau rendez-vous. Est-ce que Gwen Jorgensen, qui sera donc présente, sera en mesure de rééditer sa performance? En tout cas, elle est à suivre de très très près. Emma Moffat est là également. Dawn Stanford, non, mais c'est Jody Stimson. Vous m'avez fait peur l'espace d'un instant. Course à pied, conditions climatiques difficiles, il pleut, ça glisse. Elles ont pour l'instant survécu à la partie cycliste. Et ce trio-là, Jorgensen, Stimson, Moffat, est en train de se battre à couteau tiré pour la victoire. Finalement, l'américaine va prendre le meilleur sur ses deux rivales et donc poursuivre sa route, ajouter une victoire supplémentaire à son palmarès. Et oui, là, elle ne marque plus son territoire, elle s'affirme comme étant le leader mondial de la discipline. Et maintenant, quelque athlète que ce soit sait que si elle part avec Jorgensen à pied, ça va être compliqué. On sait que Jorgensen a bien progressé dans l'eau, mais a encore un petit déficit au même titre qu'Anne Haug, et donc il va falloir voir ce qui va se passer sur ces courses et notamment sur Madrid. Elle n'est pas vraiment très épaisse, Gwen Jorgensen, qui elle sait aussi que même si en natation elle a encore quelques lacunes, à vélo elle n'est pas tout à fait capable de rivaliser au plus haut niveau, et ici à l'occasion de cette étape de Madrid, on va dire que le vélo soit indolore. Non, c'est une certitude, c'est peut-être plus techniquement que physiologiquement, physiquement qu'elle pêche un petit peu de ce côté-là. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Anne Haug, qui a fait une démonstration en vélo, puisqu'elle est revenue sur la tête de course. Mais les Britanniques, que ce soit chez les garçons mais chez les filles, ont aussi maintenant un duo. Il y en a forcément un derrière le précédent. Victoire pour Dawn Stanford ici à Madrid. Très large victoire. Deuxième position pour Anne Haug, troisième pour Jody Stimson. Et bien sûr, Dawn Stanford insiste sur le caractère particulier de cette étape, comptant pour les séries mondiales. C'est une étape qui la faisait, je dirais, qu'elle craignait, qui l'effrayait presque quand elle était un peu plus jeune. Et donc de s'imposer ici à Madrid de cette manière-là, ça l'a effectivement satisfaite, mais surtout ça lui a apporté une confiance énorme. Oui, on l'a vu, championne du monde des moins de 23 l'année précédente, donc elle est toute jeune, et là c'est très très probant la façon dont elle a gagné. Maintenant, voilà, on a vu Haug, Simpson, Stanford, Jorgensen, Moffat. C'est intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de les voir se confronter, elles, au départ, tout ensemble, tout à un niveau de forme équivalent sur une course. Ça sera peut-être pas celle-là, un peu plus tard dans la saison. Celle-là est un peu plus compliquée. Et là, on a une démonstration de force de Simpson. On la connaissait sur le vélo. Et là, elle montre qu'en bosse, elle est capable de monter, et pas face à n'importe qui, puisque Anne Haug est là. Même le parc à vélo était en montée. Et la Jody difficulté Stimson, de cette course. Regardez, qui poursuit son effort et qui va s'imposer ici au sommet de cette étape pour donc remporter le rendez-vous de Kitzbühel. L'étape suivante, elle est importante. Elle est importante pour bon nombre de concurrentes, mais Anne Haug est à domicile. L'athlète est régulière pour l'instant, à part en Nouvelle-Zélande, n'a pas atteint la plus haute marche du podium. C'est peut-être l'occasion ici devant les siens, et c'est une occasion qu'elle a su saisir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a vu Jorgensen en grande difficulté sur le vélo. Anne Haug qui poursuit son effort. Très très grande difficulté, mais qui va malgré tout, en partant très très loin, puisqu'elle était au-delà de la 30e place au départ de la course à pied, venir chercher une 6e place avec un temps à pied canon. Donc ce ne c'est pas encore pour Hambourg. On va toutes les voir ensemble et au même niveau. On va encore attendre un tout petit peu, et le retour de Lisa Norden. Souvenez-vous, Lisa Norden s'était imposée, c'était à Stockholm l'année précédente, photo finish des Jeux Olympiques sur les Jeux, et photo finish sur les Jeux.
Est-ce qu'elle aura retrouvé sa forme pour justement venir rivaliser au plus haut niveau? Finalement, Gwen Jorgensen prendra le meilleur sur toutes ses concurrentes pour s'imposer. 3e victoire cette saison pour Gwen Jorgensen. 2e place pour Non Stanford, 3e place pour Anne Haug, ce qui nous offre une situation absolument géniale. Absolument, à ceci près que Jorgensen, malgré ses 3 victoires, quand elle a raté sa course, elle a raté sa course. Même si 6e à Hambourg, ça n'est pas franchement raté sa course, pour elle, ça l'est, puisqu'elle n'est pas sur le podium. Alors que les 2 Britanniques et l'Allemande ont été très très régulières. Donc en termes de points, ça a resserré le classement. Régularité, c'est pas tout à fait le point fort d'Anne Haug à l'occasion de cette étape ici à Londres. Elle sort de l'eau à 2 minutes, des premières. Elle a pris le bouillon, sans mauvais jeu de mots. Jour 100. Dans le Serpentine, prendre le bouillon, c'est pas forcément ce qui est le plus digeste. Ça, c'est une certitude. Par contre, elle va tenter d'aller jusqu'au bout de la course du mieux possible. Et là, coup de théâtre. Patatras, chute de Gwen Jorgensen dans ce virage. Anne Haug au chou, Jorgensen au tapis. Que reste-t-il devant Non Stanford a priori? Mais elle a écopé d'une pénalité, Non Stanford, à hauteur de la première transition. 15 secondes, elle doit prendre donc l'initiative en course à pied et essayer de prendre un avantage suffisant pour pouvoir conserver cet avantage. Une course phénoménale, c'est-à-dire qu'elle est partie très très vite. Et ces 15 secondes, regardez, un petit peu comme l'arrêt au stand en Formule 1, eh bien elle les avait largement au bout de 3 tours. Puisque la poursuite et la poursuivante, celle qui avait tenté de la suivre, Sarah Groff, n'a pas pu, eh bien elle gagne de façon extraordinaire. La grande perdante du jour, il y en a 2, c'est Anne Haug, mais elle a été au bout de la course et elle gardera sa place sur le podium final, j'entends. Et la grande perdante, c'est bien sûr Jorgensen qui, elle, s'envoie au même titre qu'Alistair Brownlee sur un fait de course qui se voit sortir de ce podium. Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans en 2012, championne du monde élite en 2013. Succession, ou du moins performance consécutive suffisamment notable pour dire qu'elle est la première femme à réaliser le doublé. Et avec sur ce podium, bien sûr, mais on peut aller jusqu'à la 4e place, des athlètes qui ont toutes gagné au moins une manche de ces WTS, ce qui est une chose importante. Et Vincent, si vous le permettez, un petit coucou à nos Françaises, Carole Péon et Jessica Harrison qui arrêtent leur carrière, donc fin de 2013, et à qui on souhaite tout le bonheur pour la suite, et bravo pour ces grandes années au sein de la famille triathlon. Et Gwen Jorgensen qui se remémore effectivement l'incident de Londres. Maintenant elle est passée à autre chose, elle dit c'est un fait de course, j'ai glissé effectivement, elle pense à autre chose, elle se concentre sur d'autres objectifs. Et ce premier rendez-vous de l'année 2014, cette première étape de Coupe du Monde disputée en Australie, donc chez sa voisine de parking en l'occurrence, le dossard numéro 4, Emma Moffat, qui a le sourire comme à son habitude. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Que l'entraînement s'est bien passé, elle n'a pas été blessée. Surtout qu'elle a réalisé une belle perte, puisqu'elle s'est imposée elle sur elle longue distance aussi à Geelong en Australie, comme son compatriote Craig Alexander. André Hewitt est là également. Elle a l'habitude elle aussi de démarrer fort le début de la saison. Elle consacre son hiver à une préparation studieuse et efficace. Alors la question qui se pose, alors pas de française sur cette étape. Non, personne. Et la question qui se pose quand on a vu la saison 2012, certes, qui a été très serrée avec des arrivées au sprint très nombreuses, mais la saison 2013, est-ce que André Hewitt, Emma Moffat, peut-être même Lisa Norden, il faudra voir Nicolas Spirig quand elle reviendra, mais n'ont-elles pas Ce que je veux dire, c'est Jorgensen, Stanford, Simpson, Anne Haug, avec les réserves natation pour certaines d'entre elles, ont atteint un niveau à pied qui est peut-être déjà au-delà de ce que les anciennes, on va dire, c'est-à-dire celles qui sont approchées de 30 ans, plus ou moins 1 ou 2 ans, ont atteint, et elles sont déjà au sommet de leur carrière, ce qui n'est pas le cas pour les petites jeunes qui déboulent de derrière. Donc est-ce qu'elles ne sont pas cantonnées à des places d'honneur? Et j'avais discuté avec Andrea après la course de Londres, où elle a réalisé la meilleure course à pied de sa carrière pour finalement ne pas être sur le podium et faire 5e ou 6e.
et en disant j'ai été le plus vite de tout ce que j'ai fait dans toute ma vie sur 10 km et je peux pas faire mieux. Donc voilà, c'est la question et nous aurons peut-être la réponse sur cette saison 2014. Et à noter aussi pour continuer sur le sujet que Nicolas Spirig se sent tellement à l'aise sur parcours pédestre et compte sur sa pointe de vitesse justement en triathlon que pour ce qui concerne la saison 2014, la championne olympique a décidé de tenter sa chance, de tenter de se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme qui se disputeront en Suisse cette année. Donc voilà, on la verra pas tout de suite. Elle est suisse. Donc voilà. Et à noter Alexandra Louison qui a porté les couleurs de l'équipe de France sur les championnats du monde de semi-marathon le week-end dernier. Belle perf. Et qui fait 30e en 1h12. 21 km en 1h12. Oui, tout à fait, absolument. Donc Alexandra qui termine deuxième française sur les 4 qui étaient présentes, avec la très belle perf de Christelle Donnet qui fait première non éthiopienne ou kenyane, donc à la 8e place. Donc c'est une très très belle perf. Alors, fin de la partie natation. Cathy Hurst l'américaine, Carolina Rottier l'espagnole, Kirsten Swintland la canadienne sont sorties les premières et même derrière. Il y a qui derrière? Jorgensen est sorti en 2, 4, 6, 7, 8, 7e position et effectivement Andrea Hewitt. Elle est beaucoup plus loin, elle compte à ce moment précis, elle a fait la natation en 10-21, c'est-à-dire 40 secondes de plus que les premières. Ouais, pas une bonne chose. Juste Vincent, un tout petit retour sur la course des garçons. Donc on a vu Davidos 4e, Laurent Vidal 18e, Étienne Desmunch juste devant lui à la 17e place. Nous avons aussi Simon Vien 45e et Thomas André 53e. Pour en terminer, Étienne Desmunch, je suis un peu surpris parce que j'avais cru comprendre l'année dernière qu'il avait mis un terme à ses participations sur pour faire que de la course à pied. Pour faire ou de la course à pied ou du longue distance. Bon, là on le retrouve pour la première étape de Coupe du Monde, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai un peu de mal à comprendre les propos tenus par la tête. 17e, c'est plutôt une très très belle place. On connaissait ses qualités en duathlon. Il a de nombreuses victoires et podiums internationaux en duathlon, donc voilà. Il y a un dernier propos que l'on doit tenir concernant les athlètes français, c'est Grégory Rouault. Qui n'est plus français. Ne sera plus effectivement sur les listes françaises pour tenter de se qualifier lors des prochains Jeux Olympiques. Il a tout simplement pris la nationalité américaine. Ah oui, on sait qu'il a fait ses études là-bas, qu'il a beaucoup couru à pied aux États-Unis. Donc voilà, c'est un choix de Grégory. C'est vrai que autant chez les filles, la relève tarde peut-être à pointer un petit peu le bout de son nez, puis là on est témoin puisque le DTN Franck Bignen n'a envoyé personne, ce qui n'a pas été le cas chez les garçons. C'est vrai que la porte était plutôt fermée pour Greg. Maintenant, est-ce qu'aux États-Unis il trouvera plus d'oxygène pour pouvoir se qualifier? On a vu Canouté, on a vu Zaferes, et il y en a quelques-uns quand même qui sont costauds. Maintenant, voilà, bonne chance à Grégory. C'est un choix personnel. Pour ce qui concerne les athlètes françaises, bonne nouvelle, belle nouvelle, c'est que Anne Tabaran qui courait sur Coupe du Monde l'an passé, compte tenu de ses performances enregistrées, de sa vitesse en course à pied, pourra intégrer maintenant la liste des compétitrices sur les séries mondiales. Voilà, donc on devrait peut-être la voir. On attend Anne avec grande impatience. Alors retour à la compétition, ici à Moulabaye, des Canadiennes devant notamment Hélène Pennock. Mais c'est Edmonton. Et puis Paula Finlay qui est pas très loin, Kirsten Swindland plus que Paula Finlay. Derrière, Jorgensen n'est pas là, effectivement, est à la lutte aussi. Ayueda, la japonaise. André Hewitt n'est pas très loin. La voici, voilà, André Hewitt et Finlay. Petit écart, petit faux plat et petite relance. On va jouer devant. Et souvenez-vous de cette course d'Edmonton où on avait vu des Canadiennes, bien sûr à domicile, c'était aussi le championnat du Canada, donc bien évidemment il y avait beaucoup de Canadiennes, mais qui nous avait fait une très très belle impression. Le retour des Canadiennes qui étaient un petit peu orphelines après les déboires de Sweetland ou de Finlay, alors qu'elles étaient très très prometteuses. Donc voilà, les jeunes Canadiennes reviennent, encadrées par Sweetland et Finlay qui ne sont pas très très vieilles non plus, mais qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc c'est peut-être une équipe à suivre sur 2014. Et regardez qui a pris la tête du premier groupe, c'est l'Australienne Emma Moffat. J'ai l'impression que son casque n'est pas tout à fait c'est la jugulaire fermé, paraît, Et derrière le deuxième groupe est en train de revenir et de rentrer effectivement sur le premier peloton. Ça y est, le contact est opéré. C'est André Hewitt, la néo-zélandaise, qui a fait l'effort pour revenir. Ah oui, attention. Est-ce que c'est la jugulaire? Est-ce que c'est une mèche? Non, ça doit être la jugulaire, mais le casque est attaché, mais effectivement le bout de la jugulaire n'est pas pris dans le serrage. Ah, Horvat qui abandonne, la hongroise.
Allez, c'est terminé pour ce qui concerne la partie cycliste. Et Mamofat. Robisch, Knapp, les Allemandes sont là en l'absence d'Anne Haug. On va voir derrière Jorgensen, il resté dans le premier peloton. La voit sur la gauche de l'écran. Les Australiennes pour l'instant courent ensemble. André Witely, la voici Gwen Jorgensen. La première, la plus prompte, la plus rapide, c'est Mamofat. Ça donne un petit peu une idée de ce qu'elle a l'intention de réaliser cette année. Et vous avez noté, c'était assez fugitif. Elle est très très affûtée. On a vu au niveau des côtes quand elle a posé le vélo. Donc très très affûtée. Elle est, vous l'avez dit, elle a gagné Geelong. Donc on sait elle sait qu'elle est en forme. Elle a passé un bon hiver avec des bonnes séances d'entraînement. Donc intéressant de voir par rapport à ce que je vous ai dit en préambule, ce qu'elle va être capable de faire. Regardez qui est devant. Ai Ueda, la japonaise. Ueda. 5 podiums à son actif. Ah, on la connaît bien sur le... Regardez, elle prend tous les risques, elle tente sa chance. Peut-être pas, parce que si elle se sent suffisamment forte, elle a raison en l'occurrence de placer cette accélération. C'est un format sprint encore une fois, donc distance courte, 5 km à pied. Et là, en l'espace de quelques foulées ou presque, elle a pris un grand et confortable avantage sur Emma Moffat notamment. Mais derrière... Où ça revient, les Américaines reviennent. Katie Horsey, Gwen Jorgensen, Moffat, petit problème de lacet, relance immédiate. Katie Horsey qui a gagné une étape de Coupe du Monde en Espagne, je ne sais plus quand, il y a 2 ans je crois. Bref. 30e à San Diego, c'était 2013. 2013, Palamos. L'année dernière. Palamos. La foulée, la puissance, regardez. Habituel d'Emma Moffat. Ces mouvements d'épaule là lui permettent de revenir sur Ai Ueda, la japonaise. Alors autant, où sont les autres? Autant je l'ai trouvé affûtée, Emma Moffat, mais elle a pris en volume, en masse musculaire. Cuisses, elle a l'habitude de beaucoup courir avec les épaules, mais on a l'impression qu'elle a pris un petit peu de masse musculaire aussi sur le haut. Elle a pas mal travaillé en muscu cet hiver. Et Jorgensen est revenu, accompagné d'une autre américaine qui combatte pas mal aussi. Et derrière la canadienne, c'est Hélène Pennock. André Witt, où elle s'accroche Emma Moffat, mais là elle doit laisser les américaines prendre l'avantage. Jorgensen qui s'asperge, Laurent, comme vous le soulignez souvent. Pas forcément l'occasion de s'hydrater, mais en l'occurrence de se rafraîchir. Absolument, sur 5 km, enfin sur moins d'une heure de course, sur 1 heure de course, on ne rafraîchit pas l'intérieur, mais l'extérieur. Ça y est, elle craque. Ai Ueda et surtout Jorgensen, là, étouffe ses concurrentes, elle place son accélération. De sa grande foulée. Regardez cette silhouette longiligne. Alors Pennock, la canadienne, elle est vice-championne du monde des moins de 23 l'année dernière. Katie Horsey, elle s'accroche. Katie, 2e position. Ai Ueda, elle joue le podium. Elle se bat. Derrière Emma Moffat, ça coince un tout petit peu. La canadienne revient. Pennock avec Witt, ouais. Ça va être chaud là. En tout cas, la course est serrée. Mais on a l'impression que Jorgensen a mis la main sur cette course. Gwen Jorgensen, ça y est, prend l'avantage. 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres et un tout petit peu plus. La relance au sortir de ce virage. Katie Horsey, 2e position. Ai Ueda bien calé dans la foulée de Katie Horsey qui prend l'avantage. C'est très spectaculaire. Tout ça dès le premier rendez-vous de l'année. Derrière, on ne rigole pas. Regardez le visage d'Andrea Hewitt, celui d'Emma Moffat. C'est compliqué pour Moffat. Elle est à domicile, elle aimerait bien pouvoir... Pas facile de passer d'une longue distance et d'une préparation pour longue distance à un format sprint comme ça. Ça surprend un petit peu, c'est clair. Ça change, la nature de l'effort n'est pas tout à fait la même. Et sa gestion non plus, qu'elle soit physique ou mentale bien sûr. Ai Ueda, impassible, on ne voit rien, on ne lit rien sur son visage. Mais elle a chaud visiblement puisqu'elle se rafraîchit depuis le début de la course. 2e position pour la japonaise. Que 15 mètres, c'est pas non plus un avantage... complet, aussi évident qu'on l'a déjà vu. Regardez les visages. Hewitt, Moffat. Elle n'a pas gagné de mètres supplémentaires, en l'occurrence Jorgensen à la faveur de ce tour. Et Pennock, quel âge a-t-elle, Vincent Pennock? Elle est née en 92, elle va avoir 22 ans cette année. 4e position pour André Hewitt. Regardez l'Australienne, Hélène Pennock qui pousse Emma Moffat. Coup d'épaule. L'épaule, je parierais plus sur Moffat que sur Pennock, mais on n'en est pas là. Et là, ça y est, elle a vraiment assis son avantage. Alors, je parlais d'affûtage. Qu'en pensez-vous de son affûtage? Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Horsey, pourtant ça va très vite. Mais l'affûtage de Jorgensen est énorme. Je suis même un petit peu surpris qu'elle soit si
je dirais, affûté à ce stade de l'année, c'est-à-dire c'est la première étape de la saison. C'est un petit peu aussi sa nature, hein. On oui, l'a jamais connu, Bouffi. Hein. C'est vrai qu'elle a même terminé l'année précédente en étant un peu plus, je dirais, maigre que ça encore. Donc voilà, après tout dépend l'entraînement, la préparation qu'elle a suivi. Visiblement, elle est plutôt en forme. 16,32 sur 5 km et 59,55 au total. Et c'est pas mal, elle est passée juste sous l'heure. Des écarts, 15 secondes, 20 secondes, ça n'est pas non plus colossal, mais ça n'est qu'un format sprint et malgré surtout, tout. Belle perf pour Katie Hersey, là, premier podium de la saison, et à Ueda, 6e podium de sa carrière. S'accroche, Ueda qui était parti très très vite. Sourire sur le visage de l'américaine Gwen Jorgensen qui elle aussi donne le tempo. Il faudra surveiller cette athlète-là si tout se passe bien. Elle a eu un hiver sans blessure. Donc vous voyez ce que je vous disais, Vincent, Hewitt, Moffat, Sweetland, Robisch, Knapp, Ashley Gentle, même si elle est jeune aussi, c'est un petit peu les plus anciennes. Et elles ont beaucoup de mal à tenir le tempo. Premier podium de cette saison, Ueda, Hersey, Jorgensen, 9 étapes de Coupe du Monde, Laurent, 8 étapes pour les séries mondiales. Absolument, donc Auckland, le début avril, fin avril Cape Town en Afrique du Sud, Yokohama milieu mai, Londres fin mai début juin, Chicago fin juin, Hambourg milieu juillet, Stockholm l'avant-dernier week-end du mois d'août comme d'habitude et la grande finale au Canada à Edmonton le 1er septembre, retour Edmonton, Coupe du Monde, Championnat du Monde et le retour dans les WTS. Et pas mal de formats sprint. Alors dès la semaine prochaine, prochain rendez-vous, Auckland, première série, donc première étape des séries mondiales. À la semaine prochaine, salut. Bye bye.